Bonjour Mathieu Kassovitz. Bonjour les grandes gueules. Je voulais poser une petite question. Vous allez à Cannes ou pas là? Ouais, je vais à Cannes 3 jours, du 15 au 17, pour vendre un film que j'ai écrit. Et on va aller chercher Financement. les financements directement à la source. Voilà, et Cannes est une grande foire pour ça. Et que pensez-vous de cette liste qui circule sur les réseaux sociaux Ah, vous commencez fort. Moi, je sais pas, moi. d'agresseurs sexuels potentiels? C'est une rumeur? Écoutez, honnêtement, j'en sais rien. Je traîne pas du tout dans ce milieu-là. C'est pas du tout mon univers. Et le procédé, vous le jugez comment? Ah, je me tiens pas du tout au courant, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que soit il y a des choses qui se font, je sais même pas ce que j'allais dire. Non, rien. C'est juste, il faut pas mélanger la vie privée avec les trucs. Maintenant, s'il y a des gens qui sont mal comportés, il faut qu'ils soient montrés du doigt, bien sûr, et plus si le cas est. Ça changera vos choix, puisque vous êtes aussi réalisateur. Donc, est-ce que ça changera les futurs choix en termes d'acteurs? Est-ce que la réputation, entre guillemets, de l'acteur, vous y prêterez attention ou non, ça vous... Écoutez, moi non, parce que moi je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est les gens à l'écran. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de criminel, oui, effectivement. Et puis surtout, le problème que ça pose, c'est que sur une rumeur, après, il est difficile de c'est pas juste moi qu'il faut convaincre, c'est les producteurs, ceux qui vont investir dans le film et qui disent pourquoi on prend le risque de prendre quelqu'un qui peut être aliénant pour le public. Et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que c'est un sujet sensible. Donc il y a une condamnation un peu sociale avant la vraie condamnation. À de la partir du justice. moment où vous faites partie d'une liste, vous allez avoir des problèmes pour trouver du travail. Est-ce que, par exemple, le fait que Depardieu, qui est aujourd'hui quand même peut-être le plus grand acteur français, est-ce que le fait probablement il tournera plus aucun film, Depardieu, sauf grâce à des producteurs et un réalisateur très téméraire, mais sinon normalement il fera plus rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'il n'est pas condamné. Oui, moi c'est ça. J'ai été extrêmement surpris parce que j'avais des amis qui avaient un projet avec lui et le projet s'est écroulé, et même après la non-condamnation, il est impossible de faire un film aujourd'hui avec Depardieu. Mais ça, vous considérez que c'est une mauvaise chose? Écoutez, oui, bien sûr que c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas canceller les gens avant toute pour moi, condamnation. ça va avec l'époque qui est comme ça. Maintenant, je trouve ça dramatique à tous les niveaux, que ce soit pour MeToo, que ce soit pour n'importe quelle rumeur, pour tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si j'allais... vous savez, j'ai été fâché toute ma vie. Maintenant qu'il faut vraiment l'être, j'ai plus le courage, quoi. Donc, que les choses se fassent et puis on verra. Et puis, vous savez, il y a tellement de gens qui ont perdu leur vie et leur source de revenus, pour parler de Gaza, pour parler de MeToo, pour parler de toutes ces choses-là qui fâchent et qui mettent un bloc de gens qui ont un énorme pouvoir et qui empêchent la liberté de penser, quoi. C'est tout, et la liberté de s'exprimer surtout. Je trouve ça dramatique, mais c'est pas juste ces mouvements-là, c'est le monde en général. Maintenant, Alors, vous êtes avec nous pour... J'étais venu pour rigoler. Mais justement, là, on on va continuer la poilade, là. Ah oui, c'est vrai. Parce que vous allez aller à l'Assemblée nationale présenter votre film. C'est le 12 juin prochain. Hein. Le 12 juin, oui. Le doc sur le cannabis. Oui. Ouais, on a fait un C'est documentaire. utile d'aller à l'Assemblée, alors? Écoutez, vous savez, on a fait ce documentaire principalement pour ça. C'est un peu comme je fais tous mes films. Je les fais en espérant qu'ils vont terminer à l'Assemblée, que les gens vont le voir, que les politiciens vont dire il faut changer les lois. Mais là, on est sur un vrai problème de société qui est au quotidien, qui est réel, que tout le monde côtoie d'une manière ou d'une autre, que ce soit en direct ou à travers ses proches. Voilà, on a essayé d'aller voir autour du monde ce qui se passe pour voir s'il y avait un modèle qu'on pouvait adapter en France. Alors justement, est-ce qu'on continue de fermer les yeux et de regarder ailleurs? Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le doc, l'idée c'est de faire un peu le tour du monde des pays qui ont légalisé ou dépénalisé le trafic de cannabis. Est-ce que finalement, dans ces pays-là, quelles sont les conséquences économiques sur la santé? Est-ce qu'il y a un modèle, finalement, vous dites, finalement, on pourrait faire comme eux? Alors écoutez, tous les pays dans lesquels on est allé, qui ont
commencé la légalisation en prenant leurs leçons sur les pays qui ont été les pionniers en la matière, c'est-à-dire tous ceux qui se sont collés un petit peu sur... qui ont compris que la verticalité du processus est essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme aux Pays-Bas, où on accepte d'avoir des coffee shops, des endroits où on peut aller acheter du produit et le consommer, mais il n'y a pas de réelle légalité pour amener le produit de l'extérieur jusqu'à l'intérieur du coffee shop. Et ça, c'est des zones de gris qui existent là, qui existent en Espagne, qui existent dans les pays qui ont un petit peu commencé au tout début, mais qui ont hésité ou qui ont essayé de trouver leur chemin. Ceux qui y sont allés, qui ont ouvert, c'est-à-dire qui ont décidé de produire, de contrôler, de taxer et de vendre de A à Z, ceux-là ont des résultats vraiment très bons. Donc pour que ça fonctionne, il faut contrôler la production, la distribution. Oui, comme n'importe quel produit. Ouais. Enfin, c'est comme si on vous disait, vous pouvez vendre des œufs, mais on n'a pas le droit de vous dire d'où il vient. Mais est-ce que dans ces pays-là, le marché noir s'arrête ou il y a toujours un marché parallèle? Non, le marché noir existera toujours. Vous savez, on est allé en Espagne avec la Guardia là, en bateau, passer la nuit harnaché avec des trucs, avec des lampes et des machins. On a fini par attraper 12 mecs qui vont aller en prison pour trafic de cigarettes. La cigarette, vous pouvez en trouver n'importe où depuis des décennies. Quoi. Donc, est-ce que vous ne craignez pas quand même que la légalisation du cannabis dédramatise le cannabis dans l'esprit des gens et notamment dans l'esprit des jeunes, en fasse un produit banal et finalement augmente la consommation du produit? C'est déjà un produit banal. Vous pouvez le trouver n'importe où. Pas tellement, parce que ça reste interdit quand même. Oui, ça reste interdit, mais ça, justement, ça joue à l'effet du teenager qui essaye quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. À partir du moment, et on le voit dans le documentaire, à partir du moment où on légalise, il y a un jeune Québécois de 15 ans qui dit c'est quand même assez plate. On n'est plus, c'est pas à la mode, quoi. Ça devient un truc de vieux, ça devient un truc légal, c'est pas. Dans ce cas-là, est-ce que ce jeune de 15 ans, il va pas vouloir aller vers un truc plus dur qui sera interdit? Ça va développer la on peut aller on peut aller n'importe où. Non, mais justement, le cannabis vous savez, la cannabis est une drogue totalement naturelle, contrairement à toutes les autres drogues. Le problème qu'on a en France, c'est que, par exemple, si moi j'ai des enfants, j'ai une fille de 16 ans, j'ai une fille de 22, un petit de 13 ans, le jour où ils vont vouloir y aller, ils vont passer par des numéros internet, sur WhatsApp, c'est accessible sur Instagram d'une manière très simple et très facile pour tous nos adolescents, et ils vont avoir accès à des gens qu'ils ne connaissent pas et qui vont devoir donner de l'argent, on ne sait pas à quoi ça va servir, et surtout ces gens-là, et ça je l'ai vu, on l'a vu directement, c'est très rare qu'ils ne vendent que ça. Donc quand vous allez leur acheter du produit du cannabis, qui est le produit qui coûte le moins cher sur le marché, ils vont vous proposer aussi de la coke. Ils vont aussi vous proposer des extasies. Et là, vous allez rentrer dans un système où c'est, pour moi, ce qu'on appelle la porte d'entrée, que le cannabis, la porte d'entrée sur d'autres drogues, oui, mais au niveau du dealer, pas au niveau du consommateur. C'est très rare qu'un consommateur de cannabis, sauf pour faire la fête comme n'importe qui, décide de partir en sucette. Mais par exemple, c'est complètement inverse. Le cannabis et l'alcool sont deux produits qui ne vont pas ensemble. Vous ne verrez jamais une bagarre dans la rue de gens qui ont trop fumé du cannabis. Non, mais ça leur fait pas de bien quand même. Je comprends pas l'idée de ça ne fait pas du bien, non, comme les cigarettes ne font pas du bien, non? Oui, mais la cigarette, par exemple, on essaye d'en sortir. Je comprends pas l'intérêt. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. De militer pour la légalisation d'un produit qui est quand même très néfaste. Le problème n'est pas. Le problème n'est pas là. Le problème est que le produit est là. Les enfants, tout le monde y a accès. Il y a accès, 6 millions de personnes qui fument au quotidien. Ça, c'est juste ce qui est déclaré. À mon avis, c'est beaucoup plus. C'est là. Okay, c'est dans la pub, c'est dans la musique que les gens écoutent. C'est partout. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Donc, il y a des séries entières à la télé qui sont faites là-dessus. Oui. Ça fait partie de la culture. Soit on continue de dire, on tape sur la doigt des gens, depuis 50 ans on fait ça et ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. On dépense un pognon de dingue. Pour reprendre l'expression présidentielle. En attendant, nos mômes achètent du produit, ils ne savent pas ce que c'est, à des gens qui ne connaissent pas, sur lesquels ils peuvent avoir accès à d'autres choses qui sont plus graves. Et il suffit de faire ce que les autres pays ont fait, c'est-à-dire de se prendre un petit peu en main et de dire, oui, le problème est là, ok, contrôlons le problème.
Si la répression fonctionnait, s'il n'y avait pas de cannabis dans la rue, je ne poserais même pas la question. Je dirais, OK, on est dans un pays répressif où la répression a fonctionné, il n'y a pas de cannabis dans la rue. Si vous voulez en trouver, c'est très rare, c'est très cher. Mais vous savez, monsieur Kassovitz, il y a des pays qui ne sont pas forcément des États de droit, mais qui parviennent à lutter efficacement contre le trafic de drogue. Qui ne sont pas des États de droit, qui mais... coupent la main des gens. Non, pas qui coupe la main. Non, mais non, pas qui coupe la main des gens. Quel pays alors? Quel pays? Mais non, excusez-moi, par exemple, vous allez dans les Émirats, vous n'avez quasiment pas de drogue en Les Émirats viennent d'ouvrir à l'alcool. Je crois que c'est les Émirats ou Dubaï, je ne sais plus quoi. Ils viennent d'ouvrir à l'alcool. Ils viennent d'ouvrir. Mais les gens c'était déjà ouvert à l'alcool. Non, mais je ne sais plus quel. Oui, puis on peut pas prendre comme exemple. Enfin, notre modèle, c'est pas les Émirats. Mais non, exactement, on peut pas. Mais ils ne coupent la main de personne. Simplement, ils ont une réponse. Oui, c'est prison à vie. Non, c'est qu'ils sont en train de s'ouvrir eux-mêmes. Ils étaient prison pour tout ce que vous faites. Si vous insultez quelqu'un, si vous déchirez un billet, si vous faites n'importe quoi, vous pouvez faire de la prison pour 2-3 ans juste parce que vous avez crié dans la rue. Ok, donc c'est pas vraiment les pays sur lesquels on peut être modèle. Tous les pays sur lesquels on peut comparer ces pays-là. Je vous dis que ce que je veux dire par là, c'est que les pays qui décident d'être répressifs avec les consommateurs, ils arrivent à faire reculer la consommation. Ça ne marche pas. La France en est un des plus répressifs et ça ne marche pas. Avec les consommateurs. Ça ne marche pas. Vous avez 6 millions de consommateurs. Avec les consommateurs, on est répressif. Il y a des amendes maintenant. Mais Peanuts, enfin, il y a une impunité totale pour la consommation de drogue en France. Pourquoi on est passé du 0 à maintenant juste une petite amende si on se fait attraper en fumant un joint dans la rue, tandis qu'avant c'était prison parce qu'on risque 200 € l'amende. 200 €. Parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons. C'est aussi quand même la raison principale. C'est parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas remplir les prisons avec un truc aussi bénin que ça. Parce que maintenant le monde change et le monde a étudié la plante, le monde a étudié la consommation. On a vu ce que ça donne. Ça fait des décennies, ça fait des siècles qu'elle fait partie de notre culture. Et on continue, nous en France, qui sommes un des gens. Excusez-moi, moi je connais des consommateurs de cannabis et mais comme n'importe quoi, comme n'importe quel médicament que vous allez acheter, que votre médecin donne à des enfants de 16 ans parce qu'ils ont des angoisses. Mais mettons le cannabis sous ordonnance. Comme c'est dans la majorité des pays. La majorité des pays sont passés, avant de passer légaliser l'ensemble, sont passés par thérapeutique avant récréatif. Là, vous le monde. Et le thérapeutique est tellement positif qu'on a décidé d'ouvrir au reste. Non, mais pas peut-être. Oui. Donc, soit on continue en France à regarder dans l'autre sens, à taper sur le doigt des gens, et les gens n'en ont rien à foutre. Parce que vous n'allez pas mettre en prison quelqu'un pour fumer un joint. Si on a fait une opération place nette. En France, on ne s'attaque pas aux consommateurs. On a dépensé énormément d'argent et de moyens pour faire des opérations place nette dans toutes les grandes villes. Alors, Mathieu Cassovitz, maintenant je vous dis un autre truc. Ça a perturbé l'activité des dealers. Maintenant je vous dis un autre truc. Ne tapez pas sur les consommateurs. Empêchez les consommateurs d'avoir un produit. Donc taper sur les dealers, non. Ça marche. Non, moi ils ont fait quoi? Comment ça s'appelle? XXL. Moi je suis pour taper sur les consommateurs. Mathieu Kassovitz. Parce que tant qu'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Ça c'est dans n'importe quel marché capitaliste. Et on est exactement dans un marché capitaliste. Il faut prendre ce marché en main, il faut le taxer, il faut le réguler. Ça rapporte de l'argent. Il faut se servir de cet argent-là, comme on s'est servi pour la taxe sur les cigarettes. Où on est quoi? Taxé 50% sur les cigarettes? Où les tabagistes ne gagnent rien sur un paquet parce que tout est ponctionné autour. Pourquoi? Pour prévenir les gens de ne pas fumer. On n'avait pas dit arrêtez, les cigarettes sont interdites. Non, les cigarettes sont là et il y a du trafic, il y a du marché noir. Par contre, on dit, et c'est le tabac, la majeure partie de l'addiction qu'on a quand on se met à fumer des joints, elle vient du tabac plus que de l'herbe elle-même. Donc c'est tout un processus où on peut commencer à se dire qu'on est un petit peu... ça va être bien. Allez, la discussion est lancée. Sur la discussion. Voilà, Mathieu Kassovitz va aller présenter son film sur le cannabis. Après France 5, il va aller à l'Assemblée nationale. Question de Jean-Loup Bonamy, question de Joël Dagosseri. À tout de suite avec les GG. Mathieu Kassovitz est avec nous pour ce film Cannabis qui est passé sur France 5, qui va être diffusé à l'Assemblée nationale. On discute, on débat de la légalisation, de la dépénalisation. Madame Joël Dagosseri, vas-y. Mais quand je vous écoute, en fait, vous avez les mêmes arguments que tous ceux qui sont pour la légalisation. Ce sont des aveux d'échec. En fait, on n'y arrive pas. On a essayé de la répression sur le consommateur, la répression sur le dealer. Ça fonctionne pas. Alors on n'a qu'à légaliser. Enfin, c'est un peu. Moi, je trouve l'argument un peu court dans le sens où ça reste un produit dangereux, notamment pour les esprits jeunes. Un peu quoi?
Un peu court. Un peu court, oui, dans le sens où ça reste un produit. Elle avait dit un peu con. Mais elle n'a pas dit ça. Elle l'a pas pensé. Je voulais savoir comment j'allais engager la discussion. Du tout. Il allait m'engager. Non, pas du tout. Non, mais ça reste un produit dangereux. Enfin, bien sûr. Vous me parlez de 16 ans. Moi, j'ai vu des amis à moi qui ont commencé à fumer très jeunes. Enfin, ce sont devenus des zombies. Enfin, à l'école, ça suivait plus correctement, etc. Donc, quand vous me dites qu'à 16 ans, on est angoissé et que du coup, on va se tourner vers ce produit-là, on peut aussi dire aux jeunes de 16 ans qu'on peut traverser l'adolescence. Je suis entièrement d'accord. Sans forcément aller vers ce produit-là. Et la vraie question dans notre pays, c'est pourquoi est-ce qu'on est le pays le plus consommateur du cannabis ? Pourquoi est-ce qu'on est si névrosé, si angoissé ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, au lieu de la répression, une politique de prévention, mais vraiment de prévention ? Vous faites exactement le discours des gens qui veulent la légalisation. Le problème, c'est qu'il faut contrôler tout ça et que les gens soient au courant. Les enfants, par exemple, est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Est-ce qu'ils ont quel âge ? 14 ans. Bon, il y a eu un cours sur les drogues en classe? Non, du tout. D'une manière générale, sur toutes les drogues? Non, du tout. Bon, alors, ça, c'est déjà un problème. Ça, c'est déjà un problème de l'éducation nationale. Est-ce que... Non, mais... Et sur le fait... C'est vrai qu'il n'y a pas de campagne de prévention, parce que comme on part du principe que vous avez vu les campagnes de prévention, pas, donc on n'en parle pas. Vous avez vu les campagnes de prévention faites par le gouvernement français sur le ministère de la Santé? Elles sont dramatiques. C'est des trucs... Tout le monde rigole, surtout ceux qui fument. C'est des histoires d'accidents de voiture, avec tout le monde est mort, avec la fumée du truc. Ça passe plus. On est en 2024, bientôt 2025. Le reste du monde s'ouvre. C'est pas comme si on essayait de faire quelque chose de révolutionnaire en France. On ne se posait pas. Moi, j'ai jamais été pour la légalisation, réellement. Ça n'a jamais été mon problème. Je suis un fumeur depuis 25 ans, mais je suis pas militant. Comment dirais-je ? Je suis pas un militant, non. C'est pas un militant. Mais depuis quelques années où je voyage et que je vois que le monde s'ouvre, par exemple la Thaïlande que j'adore, où on pouvait se faire 11 jours de prison plus 100 000 bahts d'amende si on se faisait attraper avec un joint il y a 1 an et demi. Maintenant, c'est la fête à Neuneu où tout est ouvert. Alors, est-ce que ça augmente le nombre de consommateurs ? Est-ce qu'au Québec, il y a plus de consommateurs aujourd'hui qu'avant ? Mais non, parce qu'il faut être logique. Ça baisse. Il faut être logique. Le produit est là. Les gens qui le vendent sont là. Ils sont là. Ils sont à 5 minutes. Là, juste là. J'en ai croisé, il y en a 2 ou 3 dans la régie. Ça rigole. Ça rigole dans la régie. En même temps, ils ont l'air d'approuver aussi. Mais non, mais ils sont tous défoncés. Écoutez, comment vous voulez qu'ils tiennent ? On dirait un wagon fumeur, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a bien réussi à faire la régulation sur la cigarette à cause de la prévention et des lois qui sont passées. Par exemple, on va en Thaïlande, vous avez le droit de fumer, d'acheter à tous les coins de rue, vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes dans la rue. Vous n'avez pas le droit de fumer un joint, il faut aller dans la rue à des endroits spécialisés avec un panneau dessus. Ça c'est un travail de prévention. Donc légaliser pour mieux réguler, si je comprends bien. Tout à fait. Et puis informer, taxer. Cette taxe-là qui fait par exemple au Québec retourne dans les fonds du ministère de la Santé. La prévention à l'école et le libre arbitre, le choix de ces enfants qui soit vont essayer ça ou autre chose. C'est le moins dangereux de ce qu'ils peuvent essayer. Le plus chiant par rapport à ça, c'est l'accès au tabac. On les laisse avoir accès au tabac, à l'alcool. Enfin, je comprends pas. C'est pas comme si on était dans un pays totalement répressif sur tout et qu'on essayait de... Enfin, on n'est pas, justement, on n'est pas en Arabie Saoudite où tout d'un coup on n'a pas l'alcool, rien. Monsieur le prof de philo. Oui, non, mais je suis un peu surpris puisque là, vous venez à l'instant de dire, je vous cite, vous moquiez un peu, les campagnes de prévention officielles, c'est, le conducteur a fumé, il y a eu un accident, ils sont tous morts, ça fait rire tout le monde. Moi qui viens d'une ville qui s'appelle Besançon, je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, il y a un garçon, il sort avec son pote et tout, il fume des joints, il rencontre 2 filles en boîte de nuit, ils montent tous les 4 en voiture et le conducteur avait fumé, il prend un poteau sous l'emprise du cannabis, 3 morts, son meilleur ami et les 2 filles qu'ils avaient prises. Et ça ne serait pas arrivé
avec la cigarette, parce que je vois bien l'argument, c'est de comparer le cannabis à la cigarette en disant oui, mais si la cigarette est légale. Mais c'est que la cigarette n'a pas d'effet neuroleptique, elle n'a pas d'effet... L'alcool, oui, par exemple. Oui, l'alcool, donc ça pourrait être fait par l'alcool, ce qui est généralement fait tous les jours sur toutes les routes de France. Oui, c'est des accidents qui sont dus à l'alcool et pas à la cigarette. Mais donc, c'est que la campagne dont vous vous moquez n'est pas si débile, puisqu'elle correspond à des cas réels. Alors si, par exemple, si vous cherchez des études, quand on parle directement avec Justin Trudeau, comme j'ai eu la chance de le faire, les questions qu'on lui pose, parce que c'est pour ça qu'on y est allé. Moi, j'y suis pas allé convaincu, j'y suis allé avec des questions. Et quand on te répond, pas seulement il y a une réduction des fumeurs entre ce qui était prévu avant et ce qui est prévu après, et que plein de gens dans le business ont fait faillite parce qu'il n'y a pas autant de consommateurs et que ce n'a pas été le boom que tout le monde attendait, parce que les gens sont déjà là et qu'ils fument déjà. C'est déjà un choix. Donc, ils ont juste accès plus facilement à ça. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est par rapport au... Excusez-moi... Qu'est-ce qu'on disait sur l'alcool ? Oui, que c'est un effet neuroleptique. Et que quand on parle d'accident de voiture, il n'y a pas eu plus d'accidents de voiture qu'avant. Ce n'est pas dans leur fichier, ça n'a pas été recensé. Donc, on ne peut pas dire par rapport... Si l'Allemagne qui vient de légaliser, c'est légalisé depuis 3 mois, dans les premiers jours où vous avez l'Allemagne, parce que c'est ça un peu le drapeau qu'on tend, l'épouvantail qu'on tend à chaque fois en disant on va légaliser, qu'est-ce qui va se passer ? Si l'Allemagne, qui n'est pas le pays le plus rigolo au monde, au bout de 3 mois de légalisation, s'était rendu compte qu'il y avait plus d'accidents, de violences, de suicides, d'accidents neuroleptiques, de tout ça, vous ne pensez pas qu'ils auraient fermé ça tout de suite, comme tous les autres pays qui ont ouvert avant, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Thaïlande, comme le Portugal, comme l'Italie qui commence aussi, comme Israël, comme tous ces pays-là. Pourquoi ? Parce que moi je trouve que c'est un vrai débat et que c'est un débat en plus. C'est pas forcément binaire, c'est-à-dire qu'il y a des arguments pour, des arguments contre, mais pourquoi ce débat, on ne l'a pas en France ? Alors là, à l'Assemblée nationale, votre film va être diffusé, mais on voit bien que c'est un sujet tabou, c'est-à-dire qu'à la présidentielle, alors que ça concerne des millions de gens, c'est énormément d'argent, c'est énormément de moyens policiers qu'on met en place, et donc des moyens policiers qu'on pourrait mettre ailleurs, mais qu'on met en place pour lutter contre ces trafics, et il n'y a aucun débat... Même sur l'Europe, on pourrait aujourd'hui, au niveau européen, en parler. On n'en parle pas. Pourquoi ça Vous savez, vous me dites que je suis un militant et que je veux être... En fait, non. Vraiment, on est parti pour faire ce documentaire, pour se poser la question. Et les réponses qu'on a trouvées sont plutôt positives. La question qu'on voulait se poser quand on fait ce documentaire, c'est justement lever le débat. C'est pas légaliser, c'est lever le débat. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, avec le monde qui change autour de nous, ne pas lever ce débat. On est dans le déni en France ? Parce qu'on est le pays européen où il y a le plus de fumeurs de cannabis. Donc c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas parce qu'on est un pays de fumeurs, mais je pense qu'on est surtout dans un pays de buveurs qui concerne tout ce qui est amusement et on boit de moins en moins. Libération, tant mieux. Moi, vous savez, ma mère est morte d'alcoolisme très 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 sévère et je pensais pas que l'alcool pouvait faire atteindre quelqu'un à ce point-là. Donc, mais le cannabis, non, jamais. Il peut toucher quand des jeunes commencent à fumer à 13 ans. Oui. Ça, c'est un vrai problème. Parce que le problème, c'est que pourquoi un môme fume à 13 ans, c'est pas le cannabis qui le rend fou, qui le fait perdre ses moyens, c'est qu'il a un problème. Et il va chercher quelque chose quelque part. Et au lieu d'être conseillé et d'aller voir un prof qui lui dit voilà ce que ça va faire, voilà comment il faut le faire, voilà, ou aller voir un pharmacien qui puisse lui conseiller, lui dire tiens, c'est prouvé. Ça peut enlever tes angoisses si c'est pris sous forme de pilule, sous forme d'huile, comme n'importe qui. Il y a des gens qui ont des valeurs thérapeutiques. Oui, mais on a interviewé un des seuls entrepreneurs qui est dans le cannabis en France et qui fait un petit peu de recherche là-dessus. Il a une sclérose en plaques. Il me dit c'est le seul médicament, le seul médicament, parce que c'est pas encore un médicament en France, qui lui permet de vivre sans douleur et de ne pas être constamment sous antidouleur et qu'il le mette à plat. Le 12 juin à l'Assemblée nationale, ce sera projeté devant les députés de toutes tendances confondues. Vous savez déjà J'espère que tout le monde va venir, parce que là, un débat, ça se fait à plusieurs. Y compris ceux du RN, par exemple. Mais évidemment, n'importe qui doit venir. Bien sûr, il faut entendre tout le monde. C'est un débat national. Vous serez là pour débattre. Vous serez là pour débattre. Les LFI viendront en tant que consommateurs. Qui ? Les députés de France Insoumise. Ils viendront témoigner de leur expérience personnelle. Ils viendront tous avec les yeux rouges. Non, mais je ne sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que... Le 12 juin, pas le 12 juillet. Je vais vous poser une question personnelle, Mathieu. Oui.
Pourquoi vous fumez depuis 25 ans? Parce que je ne bois pas. Parce que je ne prends aucun médicament. Je suis en forme. Je suis allé voir. Sport. Je fais du sport. Je peux fumer avant dès le lever et aller courir 10 km. Avant de venir, vous avez fumé un joint, par exemple? Oh, vous savez, on est en France, donc je peux pas vous dire, c'est interdit. J'aurais jamais fait des trucs comme ça. Non, bien sûr, je fume pas au quotidien. Vous ne conduisez pas après? Non, bah, évidemment. Mais vous produisez votre consommation? Non, madame. Donc, du coup, vous qui avez fait... Je la trouve dans la rue comme votre fils. Non, moi, mon fils, non, j'ai une fille et Dieu merci, je l'espère en tout cas qu'elle ne fume pas. Non, mais vous le savez pas. Vous avez beaucoup traité du sujet des cités, etc. Et vous savez ce qui s'y passe avec les dealers. Dieu. Et vous fumez. Et donc, vous savez comment... Vous pourriez arrêter. Vous savez les dégâts que ça produit. Vous fumez vous conduisez des voitures. Vous savez les dégâts que ça fait, les voitures électriques ou les voitures non, mais c'est pas à essence. C'est la même chose. Ça fait des dégâts partout. Pourquoi ne pas arrêter, Mathieu? Ah, mais je peux m'arrêter. C'est pas le problème n'est pas d'arrêter ou le problème n'est pas moi, hein. Le problème, c'est est-ce que des jeunes qui ne sont... Moi, j'ai 56 ans. Donc, j'ai une vie, je suis productif, j'ai une façon de gérer ma vie. Quand à 13 ans, tu ne l'as pas. À 16 ans, tu ne l'as pas. À 25 ans, tu ne l'as pas. Et il faut comprendre le processus. Et pour ça, il faut que ces jeunes-là soient préservés et alertés. Et ça passe par des fonds pour la sécurité, pour le ministère de la Santé, des fonds pour le ministère de l'Éducation. Merci Mathieu Kassovitz.